le personnel en question, le chef de bord, était tellement immergé dans la simulation qu'il a réagi comme en vrai. Il a tiré très fort sur les commandes et notamment sur le pas général et il m'a arraché le pas général de la cabine. Hélicast, le podcast de l'aviation légère de l'armée de terre. Bonjour et bienvenue sur Helicast. Nous sommes avec l'adjudant Jérôme et nous allons plonger dans son univers méconnu mais essentiel au sein de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre, à savoir l'instruction sur simulation. Quand j'entends simulation, je pense jeux vidéo, casque de réalité virtuelle. Mon adjudant, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre métier? Bonjour à tous, je suis l'adjudant Jérôme, instructeur sol du personnel navigant. On appelle ça typiquement ISPN. Aujourd'hui, vous pouvez plus retrouver ma spécialité sur internet. Ça s'appelle préparateur de mission. Ça a été totalement refondu. Pour faire simple, l'ISPN, c'est un coach pour les pilotes de la LAT. Je vais donner des cours théoriques, des séances pratiques sur simulateur de vol et notre principale spécialité, c'est le vol aux instruments, militaires et civils. L'objectif, pour, nous les Monit Simu, c'est que le pilote, il puisse maîtriser le vol des instruments et pour ça, on participe aussi à l'élaboration de séances, techniques et tactiques. Le préparateur de mission, lui, il est en charge de la numérisation de l'espace de bataille. Il va maîtriser tous les outils de préparation de mission, que ce soit des outils de cartographie, de navigation, de données GPS et il va permettre à l'équipage d'accomplir leur mission avec succès. Donc, coach des pilotes et expert du vol aux instruments. Ce sont des jolis titres, hein. Dites-moi, coach, peut-on à présent revenir sur votre parcours au sein de la LAT? Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors, évidemment, comme beaucoup de passionnés, comme beaucoup de personnels de la LAT, je suis un passionné d'aéronautique. Tout ce qui vole, ça me plaît. Je suis même pilote privé, d'avions non civils et l'armée m'a toujours intéressé. Heu, donc j'ai passé les tests, pour être pilote à LAT. Bon, malheureusement, bon, vous avez tous compris que je suis ISPN et pas pilote, donc les tests n'étaient pas très concluants, mais on m'a quand même proposé de rester dans le milieu aéronautique et dans le monde de la LAT. On m'a proposé du coup instructeur sol personne navigant. Au final, pas de regret puisque c'est un métier passion, et tous les jours, tous les jours sont totalement différents donc ça reste, et encore toujours aujourd'hui, plaisant. Donc, si depuis tout petit, vous vouliez faire partie du monde aéro, à quel moment vous vous êtes dit, je vais pousser la porte du CIRFA? À quel moment est-ce que vous vous êtes lancé dans le processus d'engagement pour devenir un militaire de l'armée de terre et plus particulièrement de la LAT? Eh bien, j'ai poussé les premières portes du CIRFA, quand j'étais vachement plus jeune, aux alentours d'une quinzaine d'années. Bon, ben, on m'avait conseillé quand même de passer le bac, d'avoir un bac+2. Bon, c'est plutôt mes parents qui m'ont incité à avoir un bac+2, on est d'accord. Au final, j'ai quand même passé, voilà mon DUT en génie électrique. Toujours intéressé par le monde militaire, donc du coup, j'ai poussé la porte du CIRFA. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé à Saint-Mexant-l'École pendant 8 mois. Aujourd'hui, bah, il faut savoir que Saint-Mexant, c'est plus que 6 mois. Une fois ma formation sous-officier terminée, j'ai été affecté à Dax, à la BEGN. J'ai effectué 4 ans de service là-bas où j'ai pu, après 1 an de formation, former les pilotes de la LAT, les jeunes pilotes aux vols aux instruments militaires. Après ça, j'ai été affecté au 5e RHC à Pau. Là, j'ai pu entraîner les équipages opérationnels, les entraîner, pour d'autres mission en particulier, pour partir au Mali, et cetera. J'ai passé ma qualification sur, NH90, le Caïman et au bout de 5 ans, j'ai été affecté à la base école générale Leger, au Canet des Morts. Donc ça fait 3 ans que je suis ici et puis pour ceux qui connaissent pas le Canet des Morts, ça se situe dans le Var. Si je fais le calcul, ça fait 12 années à instruire nos jeunes et moins jeunes pilotes. J'imagine que vous en avez vu passer beaucoup et que vous avez peut-être quelques anecdotes à nous raconter sur le personnel navigant de la LAT? Alors oui, effectivement, j'ai quelques anecdotes, j'en ai même beaucoup. Vous pensez bien que je vais pas tout vous raconter. Oh, mon adjudant, soyez Voilà, sympa! il y a quand même des situations qui sont pas racontables. Mais voilà, je vais pouvoir vous en raconter quelques-unes. La première qui me vient en tête, c'est, le mal des simulateurs, la cinétose. Donc, j'étais dans une séance avec un équipage Gazelle. Hem, le moniteur qui était en place gauche, il était sur une séance de déplacement sol. Ils étaient en stationnaire, ils se déplaçaient gauche, droite, un peu en haut, en bas.
Ouais, il faisait tourner l'hélico et en fait, non, le pilote, lui, a une sensation, de mal-être, de malaise. Il commençait à transpirer. Bon, il s'est retourné, il m'a dit: «Écoute, ça va pas du tout, je me sens pas bien». Bon, je lui ai dit, comme tous ceux qui sont malades: «Regarde le sol, tu verras, ça va bien se passer». Bon, quelques secondes après, c'était la même chose. Il était toujours pas bien. Donc il m'a dit: «Non, ça va toujours pas». Bon, ben écoute, essaye de te reposer et cetera, Bon, il essaie de se poser, remet en stationnaire, pareil. La même chose et il vire, il tourne, hop, d'un coup, il passe les commandes au pilote, il arrache, son casque à la fin, la carotte, de la cabine. Il sort à toute berzingue, de la cabine, hop, du simulateur. Bon, je me doutais bien où il allait se retrouver. Aux toilettes par Aux hasard? toilettes, voilà, et 5-6 minutes après, je le vois revenir, dans le simu, toujours le casque sur la tête, la combinaison à moitié ouverte, le t-shirt trempé et le teint blanc et je me rappelle lui avoir dit, «Bravo mon capitaine, vous venez de subir la cinétose». J'imagine que ce fameux capitaine, il doit encore se souvenir de cette séance. Voilà, si jamais il nous écoute, mon capitaine, désolé, mais voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent. J'espère que ça va mieux depuis. Mon adjudant, si on revient sérieux 2 secondes, vous avez évoqué le mot cinétose. Peut-on dire que c'est ce que les gens appellent communément le mal des transports? Eh bien oui, oui, c'est totalement ça. La cinétose, c'est, ni plus ni moins que le mot scientifique du mal des transports et on aime bien utiliser ce mot scientifique, voilà, ça fait bien, ça fait sérieux. Mais en fait, non, c'est tout simplement le mal des transports. Voilà, donc pour, expliquer en quelques mots, c'est un conflit entre l'oreille interne et l'œil, d'accord? Nous, dans les simus, principalement, ils sont fixes, donc il y a pas de mouvement. Donc l'œil voit quelque chose qui bouge, l'oreille interne ne bouge strictement pas. Ça crée un conflit. En quelques secondes, vous êtes, malade, c'est-à-dire que vous avez de la nausée, vous transpirez fortement et bon, dans ces cas-là, ça peut aller très, très vite. Donc ça, il faut vite sortir, comme a fait le capitaine. Mais je vous rassure, il y a pas beaucoup de personnes qui sont malades. C'est principalement les anciens pilotes, qui ont 6-7 000 heures de vol, qui ont l'habitude de voler, un peu aux sensations, de piloter aux fesses, comme on appelle souvent ici chez nous. Et voilà, les jeunes, n'ont pas beaucoup ne subissent pas trop cette cinétose. Bah, heureusement que dans sa précipitation à sortir du simulateur, il a rien cassé. Ça vous est déjà arrivé qu'à cause de la cinétose, il y ait de la casse dans les simus? La casse dans les simus, ouais, ça m'est déjà arrivé. Alors c'est pas à cause de la cinétose, parce que ça aurait pu arriver que quelqu'un vomisse dans le simu. Heureusement, c'est pas arrivé parce que c'est problématique. Mais ça m'est déjà arrivé que quelqu'un casse le simu. C'était lors d'une séance panne. Moi, c'est pareil, j'étais en place arrière, j'organisais la séance de panne et cet équipage-là, était tellement immergé dans la simulation que quand on a mis une panne hydraulique, donc la panne hydraulique, c'est que les commandes de vol se durcissent énormément, donc ça reste pilotable, mais il faut quand même forcer sur les commandes pour piloter la machine. Comme dans la réalité, en fait. Exactement, comme dans la réalité et le personnel en question, le chef de bord, était tellement immergé dans la simulation qu'il a réagi comme en vrai. Et il a tiré très fort sur les commandes et notamment sur le pas général et il m'a arraché le pas général de la cabine. Donc la simulation en croix, obligé d'arrêter la simu et de faire marcher les techniciens. Voilà. Et ce fameux capitaine, c'était quoi? C'était un habitué de la salle de muscu ou? Et non, 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 c'était pas un habitué pourtant de la salle de muscu, sportif comme tous les militaires, mais il était tellement immergé, dans la simulation que, bah, voilà, hein, il s'est cru comme en vrai, donc il a actionné, les commandes comme il devait le faire en vrai et malheureusement ça a cassé le simu. Ça a cassé le simulateur, ouais. Bon, musclé, pas musclé, s'il arrive à vous sortir le pas général de ses gonds, je vous rassure, je ferai jamais de bras de fer avec lui, hein. Donc avec tout ça, je comprends quelque part que l'univers de la simulation, même, s'il se rapproche du réel, il y a quand même certaines différences. Tout à fait, il y a quand même vachement de différences, hein, puisqu'un simulateur, ce n'est pas une machine réelle, d'accord? C'est souvent ce qu'on répète aux équipages. Il y a beaucoup de subtilités entre la machine réelle et le vol simulé. Par exemple, beh, il faut pas forcer, comme en réel sur les commandes de vol parce que voilà, c'est assez fragile. Il faut pas appuyer sur différents boutons, comme on peut appuyer en vrai et cetera. Voilà, faut prendre soin, c'est quand même du matériel informatique, hein, faut en prendre soin. Et nous, en tant que moni de simu, comme
beaucoup quand même de moniteurs. On est quand même les garants de pas avoir ce négative training comme on appelle chez nous. C'est de pas faire des procédures, au simu qui ne sont pas les mêmes en vrai, d'accord? Donc on fait les mêmes procédures en réel au simulateur, mais on sait très bien qu'il y aura pas les mêmes résultats sur le simulateur de vol et on aime bien dire que la simulation, elle doit tendre vers le réel sans jamais l'approcher. S'approcher du réel sans jamais l'atteindre. Donc, je comprends que pour faire votre métier, ou du moins la spécialité préparateur de mission, il faut certes une certaine appétence à l'univers simulé, mais également une sensibilité pour l'informatique. Donc, si jamais parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ces deux caractéristiques et qui hésite encore à s'engager, quels conseils donneriez-vous à ce jeune qui souhaite rejoindre nos rangs? Alors déjà, le conseil, c'est que, bah, il doit vraiment, comme vous le disiez, avoir une appétence, forte, pour l'informatique, hein, tout ce qui touche à la numérisation et au système, informatique, hein. Car, le préparateur de mission, lui, il va concevoir des produits numériques hein, et il va aussi conseiller les équipages de la LAT à l'utilisation, de ces différents systèmes et différents logiciels. Donc avoir un attrait pour l'informatique et de 2 aimer l'aéronautique car ses principaux, interlocuteurs, ce seront des équipages de la LAT. Donc, Pilote, chef de pilotes, chefs de bord, bord, voilà mécanicien navigant. et parfois des mécaniciens navigants aussi. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut rentrer dans l'armée, plus principalement dans la LAT, c'est, bah, quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, quelqu'un de force de proposition, quelqu'un qui aime aller de l'avant, heu, quelqu'un aussi qui aime sortir de sa zone de confort. Parce que dans l'armée, on a 400 métiers et ça, c'est vrai, d'accord? Donc ceux qui nous écoutent, ont vu les différentes pubs, de l'armée de terre et on dit souvent: «Il y a 400 métiers», beh, ça, c'est vrai, Ouais, c'est ouais, c'est confirmé. vrai. Ouais. On peut faire du secrétariat, on peut faire, de la logistique, on peut passer une interview, Pour ah, Helicast, pour Helicat. caisse de la natte. Voilà, donc c'est plein de métiers. Et ce que je pourrais dire, voilà, c'est l'ADN de la LAT, c'est quand même, la polyvalence, l'esprit d'équipe et si vous enlevez, ces maillons qui sont indispensables, d'un ISPN, d'un préparateur de mission, d'un météo, d'un pilote, d'un mécano, si vous enlevez un de ces maillons-là, et beh, tout peut s'écrouler. Oui, alors c'est pas le but que nos hélicos s'écroulent, mais merci mon adjudant pour, toutes ces explications. Avant de clore cet épisode d'Hélicast, j'aimerais confirmer à nos auditeurs que vous êtes bien l'adjudant connu sous le nom de Mich Mich. J'imagine qu'ils avaient tous reconnu votre voix chantante avec ce petit accent du sud, Ouais, sûrement, ouais. car j'ai cru comprendre que tous les pilotes de la LAT, ou presque, vous connaissez? Alors presque tous les pilotes de l'AN me connaissent, hein, effectivement, mais oui, quand vous rentrez dans un centre de simu, et que vous demandez, l'adjudant Jérôme, il y a pas grand monde qui connaît mon prénom, mais par contre dès que vous dites, voilà «Ouais, je cherche l'adjudant Mich Mich, ou Mich Mich» et ben là de suite, on voit qui c'est. Bon, ben, vous l'avez reconnu, mais ma voix déjà parce que, entre le sud-ouest et mon côté marseillais, voilà, c'est Mich Mich. Mon adjudant, Mich Mich, merci pour tout, pour votre témoignage et surtout pour votre engagement au service de l'aviation légère de l'armée de terre. Notre épisode touche à sa fin. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, qui prenez le temps de nous écouter et de vous intéresser au parcours et métiers de nos aérocombattants. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Instagram et pour ceux qui y ont accès, DevTube et le portail intra de la LAT. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Hélicast, le podcast de l'aviation légère de l'armée de terre. Et par Sainte-Clotilde, Vive la latte!